Bonjour, bienvenue à notre rencontre. Lisa-Marie Bilodeau et Chloé Jacques sont des amies depuis longue date. Puis aujourd'hui, on va parler de leur profession, les deux sont dans l'éducation, mais surtout d'une aventure extraordinaire et captivante qu'elles pouvaient partager ensemble. Alors, les mots-clés pour aujourd'hui, je dirais, sont amitié, inclusion et collaboration et communication. C'est correct, là? Ah ouais. C'est bien, bonjour et bienvenue. Merci. Je suis très contente que vous pouvez accepter. Dis-moi, vous êtes amis depuis longue date, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au secondaire, ouais. Est-ce que c'était par des activités sportives ou... Je pense qu'on s'est liés d'amitié par notre réseau d'amis, puis doucement, on a créé des liens parce qu'on a des intérêts communs. Lisa-Marie, c'est quelqu'un de créatif beaucoup, donc dans le domaine des arts, on avait de l'art plastique, on aimait ça beaucoup. On faisait un peu toutes les deux du sport, puis on avait des amis en commun. Oui. En commun. Que ça s'est Alors, créé je doucement. demanderais juste que chacun décrit les qualités de l'autre. Moi, je commence. Vas-y. Lisa-Marie, c'est quelqu'un de très créatif, très attentionné, toujours à l'écoute. Puis elle a le souci que tout soit bien fait, puis que tout le monde se sente bien, de l'équité de tous. Je pense que c'est ses plus grandes qualités. OK, c'est bien. Et à ton tour, pour Chloé? C'est une grande question. Hein. Je dirais pour Chloé que dans ses plus grandes qualités, c'est une personne investie, autant dans ses relations, ses projets, son travail. Donc, ce qu'elle fait, elle le fait de façon entière, avec tout son cœur, avec grand dynamisme, elle est bonne pour rassembler les gens, pour amener de la joie, de l'humour. Fait que, on peut pas passer inaperçu. Quand Chloé est là, on sait qu'elle est là, puis on ressent sa présence. Ah, mais mon Dieu, c'est bien parce que je pense que les deux, vous faites une bonne équipe quand vous êtes ensemble. Oui. Tous les deux aussi sont dans l'éducation, mais toi, Chloé, c'est au début, Oui. maternelle, 4 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré vers les jeunes comme ça? J'ai touché à tout le primaire, puis je me suis tournée vers le préscolaire parce que j'aime beaucoup les petits, le monde des petits. C'est comme la base c'est la fondation de tout ce qui est apprentissage. Donc, j'aime être à la base même c'est ça, le début de tout. Mettre des bases solides. J'aime beaucoup ça. On peut beaucoup bouger, on peut beaucoup s'amuser. Il y a beaucoup de créativité au préscolaire. Il y a un cadre un peu moins rigide, donc la créativité, elle a plus sa place. Donc, c'est ce qui m'anime beaucoup. Puis, les petits, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore les Ils ont petits. une énergie. Exact. Et toi, tu es à l'autre extrême. Toi, tu es au cégep en éducation spécialisée. Et toi, comment ça que toi, ça t'attire, ça t'appelle? Mais ce qui m'a appelée, c'est la discipline, l'éducation spécialisée. J'ai suivi cette formation-là pour laquelle j'ai développé une grande passion. Puis pour moi, c'était pas suffisant de vivre cette profession-là. J'avais le goût de la transmettre. Donc, j'arrive à un moment où les étudiants soit s'en vont sur le marché du travail ou poursuivent leurs études. Chloé se sent à la fondation. Je me sens aussi à une croisée des chemins dans la vie de ces personnes-là, puis on les voit évoluer en 3 ans. C'est assez beau, les relations qu'on peut tisser avec ces étudiants-là. J'ai lu aussi que toi, tu as créé des innovations pédagogiques. Une fois que tu étais là, c'était dans la réalité virtuelle et tout. Peux-tu parler de ça un petit peu? Oui, dans la réalité virtuelle, puis dans des approches d'intervention, on a travaillé à créer des outils didactiques qui nous permettaient d'aller
développer des aptitudes chez les étudiants de façon différente que par des cours magistraux. Une des voies, c'était la réalité virtuelle. Donc, par exemple, si on fait un cours d'intervention de crise avec des étudiants qui ont des malaises d'intervention ou qui n'ont pas accès à des milieux d'intervention, on ne pourrait pas visiter une maison de violence conjugale, par exemple. Oui. Donc, ça permet vraiment d'être un outil immersif qui nous permet d'être en contact soit avec ces clientèles-là ou avec ces milieux d'intervention-là. Puis dans l'immersion, un peu dans la même idée, j'ai travaillé avec des collègues à monter un parcours de formation, intervention psychosociale par la nature et l'aventure, IPNA, où est-ce qu'à chaque session, on amène les étudiants à vivre des aventures ou des activités en nature avec des populations, des clientèles en dépendance, en santé mentale, en déficience physique. Ça va nous amener un peu vers notre projet. Puis ça, on vit ça avec les étudiants aussi. Ah, c'est bien. En tout cas, je trouve ça intéressant que toi, tu étais au début, comme elle a dit, puis elle était un crossroads, un chemin égal. On continue parce qu'on avance vers l'aventure, mais tous les deux, j'imagine, vous aimez l'exercice physique, mais pas nécessairement la même chose. Toi, Chloé, qu'est-ce que tu fais pour rester en forme? Est-ce qu'il y a des activités physiques dans lesquelles tu participes? Oui, je pratique la course à pied, la course en sentier. L'hiver, j'aime bien faire le ski de fond. Je joue au hockey. Ça fait pas mal le tour des principales activités que je fais. Puis des fois, j'aime bien essayer ici et là des choses pour le plaisir. Et toi, tu as d'autres choses? Oui, je fais du taekwondo. Puis je fais des activités de plein air aussi, mais je m'amuse à dire qu'il y a des gens qui passent par le sport pour découvrir l'aspect social inclusif. Moi, c'est l'inverse. J'étais une personne à qui ça faisait du sens d'être en relation d'aide. Puis c'est ça qui m'a amenée vers le sport, parce que je voyais Chloé courir, puis je me reconnaissais pas là-dedans. Je me disais, mais pourquoi, puis après quoi elle court? Mais quand on a eu l'opportunité de vivre ça de façon inclusive, ça m'a donné le goût de courir. Donc, je me suis mis à la course à cause de ça. Parce que toi, j'avais indiqué aussi, course inclusive, 24 heures, c'est tout le monde bouge en région Chaudière-Appalaches. Ça, c'était quoi? Je sais. C'est un comité sur lequel on est toutes les deux, qui a été à la base monté avec, entre autres, l'ARLPH, qui est l'Association régionale loisirs des personnes handicapées du Québec, puis RAS, qui est Réseau Autonomie Santé, qui va revenir là avec notre aventure. Puis l'idée, c'était de favoriser le fait que tout le monde peut bouger, qu'on ait une déficience physique, sensorielle, qu'on soit une personne aînée, vieillissante, donc ou qu'on ait peu importe quelle difficulté, que tout le monde ait accès au sport puis de valoriser ça. Alors, on essaie de créer des opportunités où on peut permettre que des personnes avec et sans handicap ou autres limitations puissent travailler ensemble pour vivre des activités de plein air, dont des courses inclusives. Ah, c'est bien, mais là, ça nous amène à la Diagonale des Fous. Juste avant, moi, c'est Lisa Marie qui m'a initiée aux courses inclusives, ouais. Elle nous a invités, parce que là, en étant coureur, on aime bien ce genre d'événement. Puis là, viens essayer, viens voir ce que c'est. Ah, pourquoi pas? Puis fait que c'est une des facettes qui nous a amené à tester, à essayer les courses inclusives. Par le comité Tout le monde bouge. Les premières années, on a essayé d'abord. Puis, Et ça c'est dans la région, oui? Oui. Juste la région de Thetford? Nous, on a commencé avec Réseau Autonomie Santé à Victoriaville, parce que c'est une ville qui a beaucoup d'activités inclusives en lien avec justement les différentes limitations. On a vécu ça, puis on est tombé en amour avec ça, puis on a voulu faire connaître ça davantage en région, parce que les appareils adaptés, entre autres les Joëlettes, les Cartus, c'est méconnu. Donc, on s'est dit avec la RLPH, qu'en Chaudière-Appalaches, on voulait faire connaître ça, puis mettre ça de l'avant davantage. Là. À Thetford, c'était pas très accessible, par exemple, les courses. Okay. Ouais. Puis là, ça commence à l'être de plus en plus. Doucement.
Et là, est-ce qu'on est prêt pour... Oui. En tout cas, c'est ça parce que je veux vraiment concentrer sur ça un bon bout. C'est extraordinaire. C'est le Diagonale des Fous. J'ai lu qu'il y a aussi le Grand Raid de la Réunion. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. C'est une course, donc je te l'explique c'est quoi généralement parce qu'il y a différents groupes et tout ça, mais le Diagonale des Fous, déjà le nom, c'est... Yeah. Ben, dans le fond, j'ai emmené la carte aujourd'hui parce que je trouve que ça explique bien. La Diagonale des Fous, c'était environ la traversée de l'île de la Réunion. Le trajet forme à peu près une diagonale, donc d'où son nom, d'où elle tire son nom. C'est un trajet qui passe dans les montagnes. C'est un sentier escarpé, rocailleux. Il n'y a pas d'asphalte dans ça, ou très peu. Donc, c'est une course qui se fait à chaque année, qui se tient à chaque année. Généralement, les gens qui y participent, ce sont des coureurs. Mais nous, on a décidé de participer au volet inclusif. Donc, on s'est tourné, on a participé avec une Joëlette. On a fait le sentier avec Samuel. On l'a transporté tout au long des sentiers de la Diagonale des Fous. Peut-être pour préciser, c'est un ultra-trail. Donc, à la base, la Diagonale des Fous, c'est aux alentours de 170 km. Donc, c'est un des ultra-trails renommé là, mondialement. Puis je crois que c'est le seul qui est inclusif. Ça fait quelques années à La Réunion, c'est un peuple qui est très inclusif. Puis ça fait quelques années qu'ils font le parcours avec les Joëlettes. Donc il y a un parcours qui est adapté. Donc nous on a fait aux alentours de 100 km avec Samuel, notre capitaine courage là, qu'on transportait à la Joëlette, puis avec notre grande équipe. Puis ça c'était une idée de Éric Sévéloc de Réseau Autonomie Santé qu'on vous parlait là précédemment. OK, donc ça, c'est la première fois, je pense, que Québec a participé. Oui. C'est la première fois qu'il y avait une équipe en Amérique du Nord. Absolument, c'était toujours des équipes françaises. Françaises. Ouais. Donc, peux-tu expliquer, parce que je suis sûre qu'il y a deux parties, on va penser que c'est sûr qu'il y a une préparation physique, c'est sûr, pratique. Il y a aussi, j'imagine, mentale, psychologique, mais il y a part physique. C'est quoi les préparations que vous avez faites pour être prêt pour ce genre d'événement? Bien, d'abord, il y a une partie individuelle. On avait des lignes directrices pour s'entraîner. Donc, on a fait beaucoup de courses. On a beaucoup travaillé avec une veste lestée pour avoir simulé le poids sur les épaules, une part de musculation, travailler en sentier, beaucoup de dénivelé, des escaliers. C'est ça. Notre but, c'était de simuler la montagne le plus possible, puis travailler nos chevilles pour qu'ils soient aussi assez fortes pour tolérer 100 kilos, tout ça. Fait que ça fait l'ensemble de la préparation physique individuelle, mais il y a une partie collective qu'on a fait en équipe. On avait environ un entraînement d'équipe par mois. Donc, on se réunissait, on avait une date, on avait une heure précise, on avait un lieu, souvent c'était dans une montagne ou dans un événement de course d'ultra-trail au Québec, bien sûr. Donc, ça nous permettait de nous entraîner et d'être vus et d'être connus, de faire connaître la cause puis l'appareil qu'on utilisait. Et qu'on parcourait des kilomètres en équipe pour apprendre à travailler en équipe, à soulever, se placer, comment faire les rotations, les changements, comment traverser certains obstacles, quelle technique on utilisait. Fait que ça, c'est pas mal la partie entraînement. Tu as dit c'était avec un Joëlette. Donc, est-ce que vous avez pratiqué avec ça aussi quand tu... Toujours. L'objectif, c'était de faire vivre cette aventure-là à Samuel. Il prenait... il est au centre de... Juste une parenthèse, c'est qui Samuel? Samuel, c'est notre capitaine courage. Donc, Samuel, au moment du départ, avait 30 ans. C'est une personne qui fait partie des activités inclusives auxquelles on participe. Puis lui, il vit avec le syndrome de Louis Barre, qui amène une dégénérescence du cervelet puis plusieurs limitations au niveau de l'élocution, de la déglutition, la motricité fine, l'équilibre, ce qui fait qu'il peut plus marcher, Samuel. Donc, il était notre point de rassemblement à l'équipe parce que Chloé, elle parlait de toute
préparation physique et mentale. On était une grosse équipe, 26 porteurs pendant 4 jours dans les sentiers, dans un état d'effort important. Avec 26 caractères, personnalités et conditions différentes. Vous pouvez imaginer les défis que ça amenait. Ce qui nous rassemblait toujours, c'était l'objectif autour de Sam. Ouais. Puis lui, il y avait un message important dans cette aventure-là parce que le syndrome, c'est une maladie qui amène éventuellement le décès. Lui, il avait eu un pronostic de vie assez jeune là, au départ, aux alentours de 10 ans, qu'il aurait dû mourir là, selon les médecins, ce que ses parents avaient reçu comme message. Puis il avait 30 ans au moment du départ. Donc, c'est une personne qui vit pleinement. Ouais, qui profite de chaque moment. Et Chloé a parlé de physique, mais est-ce qu'il y avait des choses pour le mental? Oui. Et tout, oui, c'est... Ben, je faisais partie on avait des comités, je faisais partie du comité de préparation physique et mentale. Par exemple, on savait qu'on allait avoir une carence de sommeil dans cette aventure-là. Alors, on s'est pratiqué, comme exemple, à faire une sortie où est-ce qu'on allait être 24 heures sans dormir, en maintenant des efforts physiques, des efforts cognitifs, en maintenant nos interactions respectueuses, à communiquer. On a appris à bâtir nos interactions ensemble puis à vivre ensemble parce qu'une vie de groupe à 26 et plus, parce qu'on considère que là-dedans qu'on avait un comité, d'autres comités, là, ouais. Ça demandait beaucoup de préparation. Dans aussi la préparation mentale de l'effort qu'on avait à faire, c'était pas juste un effort physique. Partir pendant 4 jours, réaliser ça, c'est très long. Donc, comment on allait surmonter ce défi-là, c'est quelque chose qu'on a travaillé, oui. Parce que vous avez souligné que inclusif dans plusieurs sens, j'ai lu, il y a aussi, dans le sens âge, groupe d'âge, oui. Il y avait une grande variation. Le plus jeune et le plus vieux, c'était quoi? Dans le fond, le plus vieux, c'était Jocelyn, qui avait 67 au moment de la diagonale. C'était notre doyen. Puis on avait notre adolescent, Léonard, qui avait 16. Je veux pas je veux pas me tromper. Fait que, oui, on avait des âges différents. On avait une équipe quand même 40% de femmes par rapport à l'équipe réunionnaise qui, eux, étaient essentiellement des hommes. On avait aussi une personne à mobilité réduite qui avait mais qui était capable de marcher, de se déplacer, mais c'est que lui, il y a une limitation avec une prothèse. Donc, il était porteur. Oui, il était porteur, même un excellent porteur. On a quelqu'un qui était atteint de la sclérose en plaques. On avait une personne qui avait un souffle au cœur. C'est parce que on aurait pensé que c'était les gens qui étaient au gym tout le temps, mais ce n'était pas ça. Donc ça aussi, c'était sans doute une adaptation parce que, je ne sais pas, en forme vitesse, peut-être il y en a qui pouvaient aller plus vite ou voulaient, puis d'autres plus lent. Est-ce qu'il y a un ajustement? C'était un peu l'essence de ce projet-là, c'était que ce ne soit pas un défi purement physique, c'est une aventure humaine avant tout. Donc, Éric, l'organisateur, a rassemblé d'abord des gens de cœur qui allaient se rassembler autour de Samuel, puis du message. Puis ensuite, avec des conditions très différentes. Chloé, elle a nommé des conditions médicales. Après, les aptitudes physiques, dans l'équipe, il y avait des gens qui avaient fait de l'ultra-trail, puis il y avait des gens qui, il y a 2 ans, avant d'aller là, n'avaient jamais fait de course. Donc, ça rassemblait effectivement tous ces gens-là autour de cette mission-là, ce qui amenait l'activité à être inclusive, pas juste en aidant Samuel, mais entre nous aussi, il y avait beaucoup d'inclusion. Beaucoup d'entraide, beaucoup de coopération, beaucoup d'ajustement, puis de se mettre à la place de l'autre, puis de comment on peut faire comment on peut arriver à s'entraider pour arriver à l'objectif. L'objectif, c'est d'amener Sam au point d'arriver, mais on a focalisé toujours sur ce. C'est pas la vitesse, c'est pas le meilleur, il y a pas de. Non. C'est ensemble. Parce qu'ensemble, vous avancez, ou toute seule, ça
ça marchera Non. pas. D'où la phrase qu'on se répète souvent que tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est une phrase que les Réunionnais disaient aussi. Là, Ouais, puis ils on chantaient. Ah oui. Ouais. Donc, c'est ça le terrain. Pendant, vous avez dit 4 jours, donc vous étiez en montagne, ce n'est pas dans les rues de la ville. Non. En montagne, j'imagine, vous avez traversé les rivières et tout ça. Est-ce qu'il y avait des médecins ou des spécialistes professionnels avec vous autres au cas il y avait un problème ou pour prendre soin de Samuel? Mais dans l'équipe, il y a 2 médecins. Il y a Karine qui s'occupait principalement de la condition de Samuel, sa prise de médicaments, son alimentation, son hydratation, qui veillait vraiment aux petits soins de sa routine à lui. Puis, il y avait aussi Nathalie qui s'occupait plus de l'ensemble de l'équipe, avec l'aide aussi de Hugo, qui est paramédic. Fait qu'ensemble, les deux ont veillé à ce que ceux qui avaient des petites problématiques, des blessures, déshydratation, de veiller à l'ensemble de l'équipe. Fait que c'est un travail encore là d'équipe. Et c'était quoi l'émotion quand vous êtes arrivé à la fin? Est-ce que c'est possible? L'émotion, je pense que c'est difficile de la cibler à l'arrivée parce que c'est tout un processus de avant, pendant, à l'arrivée et après. C'est rempli d'émotions. C'est sûr que on a vécu quelque chose d'humain de très fort parce qu'on s'est rendu compte à quel point, quand on travaille ensemble, tout est possible. Il y a des moments où on devait transporter Sam sur le bord de des ravins, dans un décor avec des montagnes qu'on pouvait pas s'imaginer ici au Québec, avec 40 heures sans dormir, dans du dénivelé. Mais ça, chaque membre se disait, moi, j'aurais pas pu accompagner Sam tout seul comme ça, puis Sam n'aurait pas pu. Mais en travaillant ensemble, on la soulevait, la Joëlette, on le soulevait, Sam, on les traversait les rivières. Je pense qu'il y a quelque chose que chaque personne se sent très fière de pouvoir dire qu'on a réussi ensemble, puis de se dire qu'on peut porter ce message-là aussi que si on s'arrête pas à se mettre des barrières ou à imposer des barrières aux autres, puis qu'on se dit, ben nous, si on se met une gang d'humains ensemble puis qu'on travaille dans le même sens, on va y arriver. C'est comme si ça rend tout possible. Donc, au fil d'arrivée, il y avait ce grand sentiment-là de réalisation, d'accomplissement, de dire, c'est vrai qu'ensemble, on est capable de tout. On y est arrivé, le fruit de nos efforts, on y est, puis on est soudés. Maintenant, on dit, on s'est vu dernièrement, toute la gang, puis on s'est dit, maintenant, on se surnomme, c'est la deuxième famille de Sam. OK. Mais parce que on a vécu des choses incroyables dans les sentiers, puis dans les entraînements avant, puis au fil des mois, on est tissé serré maintenant, donc... ça, il n'y a comme pas de mots pour le décrire. Qu'est-ce qui... Parce que je t'ai pour dire que ce n'est pas juste ça termine là. Non, sans doute, vous avez développé une amitié, vous avez tissé de quoi qui va durer longtemps. Et il reste à peu près 2 minutes. Mais, oui, ça passe vite. Mais qu'est-ce que vous avez apporté ici et qu'est-ce que pour vos élèves, les 2 niveaux? Parce que je suis sûre que vous êtes revenus, vous avez inséré des choses. Toi, les plus jeunes. Mais c'est sûr que le travail d'équipe, moi, je trouve que ça a toujours sa place. Puis l'importance de bouger, d'avoir de saines habitudes de vie, ça fait partie de moi. Mais ce message-là est encore plus fort au retour de la Diag parce que travailler en équipe, c'est un apprentissage de vie. Donc, de transmettre ça à mes élèves, je trouve que ça fait tout un sens. Donc, quand on joue dehors, moi, je fais beaucoup de pédagogie par le plein air. Donc, le transport du matériel, ça se fait ensemble. Attendre le plus lent, ça se fait ensemble. Soutenir le plus vite peut motiver le plus lent. Et vice-versa. Puis que le succès d'un n'est pas nécessairement peut être le succès d'un autre, puis de se féliciter puis de s'encourager.
dans toutes les sphères. C'est important. Oui, Ouais. c'est excellent. Et toi, c'est un autre niveau, mais toi, comment est-ce que tu insères tout ce que... Je vivais cette aventure-là beaucoup dans une optique de transmission. J'espérais pouvoir contribuer à l'équipe, mais après ça, j'espérais que ça puisse créer des ramifications où est-ce que les futurs éducateurs spécialisés pouvaient aussi être porteurs de ce message-là. Donc moi, je l'ai vécu un peu comme une formation, puis j'ai pris les apprentissages de la diagonale, puis je suis arrivée dans mes cours avec mes étudiants, puis j'ai pu transmettre ces apprentissages-là, puis partir de là pour en créer d'autres. Donc j'ai l'impression que les étudiants ont reçu une petite parcelle de l'aventure de la Diagonale des Fous qu'ils vont pouvoir à leur tour transmettre. Et j'imagine parce qu'il y a des étudiants de l'île de la Réunion, peut-être en éducation spécialisée, donc sans doute ça fait un lien avec les autres. On a des étudiants qui viennent de l'international d'un peu partout dans le monde. On en a de l'île de la Réunion, puis on en a d'Afrique, d'un peu partout. Puis c'est sûr que je pense qu'ils se sentent particulièrement interpellés par des approches comme ça, où est-ce qu'on est très solidaire, puis qu'on vit des expériences fortes en nature, en aventure. Oui. On termine, mais en tout cas, je souhaite de bon succès à vous deux. Mais j'étais au cégep au mois de mars ou quelque chose, puis j'ai vu des étudiants qui arrivaient avec un joëlette sur les épaules. Ouais. Et je dis sans doute c'était une pratique ou pour une autre activité. La boucle avec Sam se poursuit, c'est une séquence, hein? Puis là, Samuel se prête avec plaisir au jeu d'être accompagné par les étudiants. On l'a amené justement cet automne aux Trois-Monts, en montagne, puis ils ont appris à vivre cette aventure-là avec la Joëlette puis Sam. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Ça a passé très vite. En tout cas, bon succès avec toutes les activités, puis aussi dans l'éducation, dans l'enseignement. Merci. Et merci à vous autres. La semaine prochaine, ça va être une autre femme qui est extraordinaire, Audrey Lessard, podiatre, qui va être mon invitée. Et tu vas voir pourquoi elle dit « Rien n'est impossible ». Alors, sois avec moi la semaine prochaine pour une autre rencontre.